Tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, plus compliquée que prévu pour Oscar Rivas. Rien ne semble pouvoir arrêter Shakur Stevenson et Canelo peut-il s'offrir la ceinture manquante chez les super moyens? Et c'est avec bonheur que je retrouve Monsieur Adrien Meur. Salut Francis, ça va bien? Ben oui, ça va très bien, merci. Adrien, moment historique à l'Olympia de Montréal, alors que pour la première fois, le Ah titre oui. des super lourds légers du WBC était mis à l'enjeu. Nouvelle catégorie de poids là, qui a été créée entre les lourds légers et les poids lourds, limite de 224 livres à la pesée. Et Oscar Rivas avait le bonheur de pouvoir mettre la main sur ce premier titre. Devait à l'origine affronter Brian Jennings, mais ce dernier, bon, pour des questions de vaccination, n'a pas été en mesure, là, ben, pouvait, mais venir au Canada, mais A ne voulait pas choisi. s'offrir la quarantaine de 2 semaines qui est obligatoire pour les non-vaccinés. Donc, ça a été un boxeur de la Nouvelle-Écosse, Ryan Rozicki, qui sortait un peu de nulle part. Un boxeur bon, qui avait Mmh. un parcours parfait, 13 victoires, 13 knockouts en carrière, mais n'avait jamais affronté un rival de la trempe de Oscar Rivas, qui, on se souvient, a connu quand même des grands moments sur la scène internationale. Je pense à son combat contre Dillian White, notamment. Et Mmh. Rivas s'est emparé de la ceinture, une victoire par décision unanime des juges, mais des cartes assez serrées de 116-111, 115-112 et 115-112. Rozicki a démontré, hein, on l'avait comparé un peu à Joe Smith-Fils et a montré Ouais. qu'il avait énormément de cœur là, pendant ce combat-là. Oui, et c'est quelque chose qu'on avait pu voir sur le peu de vidéos qui étaient disponibles sur lui, c'est que c'est un boxeur qui, fait très bien dans les moments difficiles. Quand il est coupé, quand il est ébranlé, il réagit très bien. C'est une mentalité incroyable, un vrai guerrier, et on a pu le voir encore, dans ce combat-là contre Oscar Rivas parce que à la fin du premier round, il s'est fait solidement ébranler. Moi, je pensais que ça allait être le début de la fin pour lui et que ça allait être très dur de survivre au deuxième round. Et finalement, il est allé à la limite et il a tenu son bout pendant tout ce combat-là. Ça a été un combat quand même compétitif, même si Rivas a eu le dessus. Rosicky n'a jamais été déclassé dans ce combat-là. Et je pense qu'il s'est fait plusieurs nouveaux fans dans ce combat parce qu'il a offert une belle performance qu'on n'attendait pas forcément et il a montré tout le cœur qu'il avait et qu'il avait aussi une très, très bonne mâchoire parce qu'il a été capable d'encaisser des coups, très, très solides. Et pour Rivas, eh ben, c'est l'aboutissement d'un long parcours. On en avait parlé déjà au dernier épisode, ça fait, plus de 10 ans qu'il est au Québec. C'était son objectif de devenir champion du monde et enfin, il a réussi. Et j'ai l'impression qu'après avoir, sonné, Rosicky au premier round, il a dépensé beaucoup d'énergie pour essayer de le terminer et ça lui a coûté par la suite parce qu'il a eu des rounds où il était très peu actif, notamment les troisième, quatrième rounds, où il a lancé très peu de coups. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il a lancé un peu trop fort, dépensé un peu trop d'énergie en essayant de passer le KO à Rosicky. Est-ce que c'était un peu de la nervosité, qui le rendait où il a dépensé de l'énergie nerveuse si tu veux? Ou est-ce que c'était le fait que pour la première fois de sa carrière, il a dû faire une coupe de poids? Même si c'est pas une grosse coupe de poids pour lui, il a quand même dû, respecter une limite de poids au lieu d'avoir un poids libre comme chez les poids lourds. Peut-être que ça aussi, ça a joué un rôle dans le cardio parce que j'ai trouvé qu'il était parfois un peu passif, et face à un boxeur comme Rosicky qui lance beaucoup de coups, pour un boxeur de son poids, ça on a vu une différence qui a fait pencher la balance, vers Rosicky dans certains de ses rounds. Ouais, clairement, on voulait pas maintenir un rythme élevé parce que tous les ingrédients étaient mis en place pour, des fois, peut-être on pourrait dire, les statistiques étaient pas officiellement compilées, mais d'avoir un record de nombre de coups de poing, là. Mais Ouais. il y avait un écart aussi hein, de 19 livres à la pesée et Rivard s'est beaucoup servi de cet avantage-là pour Mmh. s'appuyer sur son adversaire, lui faire perdre de l'énergie. Mais Marc Ramsey a Ouais. peut-être fourni une partie de l'explication après le combat en disant on pouvait pas, pendant 12 rounds, juste s'installer sur la technique parce que le premier round, ça a été quand même assez parfait pour Rivas. S'est Mmh. bien servi de son jab, qui était, particulièrement incisif. Mais à un moment donné, ce que Ramsey a dit, c'est il fallait se faire respecter parce qu'on sentait que Rosicky, allait continuer à avancer, mettre de la pression. Parfois, il était en mesure d'atteindre Rivas à quelques reprises, mais bon, Rivas s'est déjà battu, se battait chez les poids lourds et a encaissé les frappes de boxeurs beaucoup plus lourds, donc n'a pas semblé Mmh. broncher. Mais
On disait fallait jouer à la fameuse partie de main chaude par moment, juste pour faire en sorte que ne pas donner d'espace à Rosicky, parce ce qu'on appréhendait, un peu comme, puis Ramsey a été témoin de ça quand Smith a affronté Eléder Alvarez, il ne faut pas lui laisser la chance de déployer toute sa puissance avec sa main arrière, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver à partir de ce moment-là. Donc, ça n'a pas été par moments pas très, très édifiant là, pour Rivas. On semblait justement très passif, mais en Mmh. contrepartie, ça n'a pas donné l'occasion là, à Rosicky de peut-être déployer tous les outils là, qu'il y avait dans son coffre. Oui, et c'est normal qu'il faut que tu t'adaptes à l'adversaire et par rapport à ses adversaires précédents qui étaient plus lourds, comme tu l'as dit, les frappes sont peut-être moins puissantes du côté de Rosicky, mais il y en a plus, il est plus actif. Donc ça aussi, c'est un ajustement, c'était un ajustement à faire du côté de Rivas. Mais c'est vrai qu'on a vu souvent, vers le milieu du combat, Rivas avoir les 2 pieds plantés et ne pas vouloir céder un pouce de terrain, à l'adversaire. Donc ça rejoint ce que tu disais avant de vouloir se faire, respecter et de pas vouloir, donner de la confiance à Rosicky en le laissant faire reculer un boxeur plus lourd, que lui. Donc c'est le seul truc que je regrette un petit peu dans ce combat, c'est que parfois, il était un petit peu passif, Rivas. Il aurait fallu peut-être un petit peu plus de volume pour, embellir cette performance-là, mais c'était, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a remporté ce combat, il méritait nettement la victoire. Donc il y a rien à redire de ce côté-là. Mais peut-être que contre d'autres boxeurs, ça pourrait lui coûter, d'avoir des rounds comme ça où il est un petit peu sur le neutre et où il laisse un peu filer le round, à l'adversaire. Dans le cas du clan Rosicky, bon, c'est pas adressé aux journalistes parce qu'il était allé à l'hôpital. Il était quand même passablement amoché, Rosicky, après le Mmh. combat. Son promoteur était très heureux de la tournure des événements, disait: «Bon, ben, il y a tout un monde de possibilités qui s'offre maintenant». Bon, parlait peut-être retourner chez les lourds légers ou même descendre chez les mi-lourds. Mais d'un autre côté, j'écoutais ça avec un brin, bon, c'est intéressant parce qu'on se disait: «On a perdu, mais dans le fond, on a gagné». Même le promoteur Yvon Michel disait: «Ben, c'est un combat où il y a 2 gagnants». Mais en même temps, c'est un peu la triste réalité de ce genre de boxeurs-là qui ne sont pas représentés par des promoteurs, influents sur la scène internationale. Oui, le téléphone va peut-être se mettre à sonner, mais ce ne sera pas nécessairement pour évoluer dans des conditions, où on va être le côté A de l'équation parce que ça prend on a vu, Mmh. hein, il y a une bonne base, Rosicky, là. Il y a des atouts là, sur lesquels miser, notamment sa force de frappe. C'est ça, ça relève de l'évidence. Sauf qu'après, pour être en mesure d'être compétitif pendant un combat de 12 rounds, d'être capable d'aller chercher les rounds les uns après les autres, tu sais, d'être en avance sur la carte des juges, ça prend plus que de la bonne volonté et du courage. Et je ne sais pas à quel point il va être en mesure là, de développer puis d'exploiter ce talent-là. Il est encore jeune, hein, seulement 26 ans, mais je Mmh. pense qu'il faut peut-être il y avait beaucoup d'enthousiasme, mais mon avis là-dessus, c'est qu'il faut quand même être un peu modéré. Oui, oui, il faut pas s'attendre à ce qu'il aille tout de suite, dans un autre combat de championnat du monde. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il s'est fait connaître, il s'est fait un nom parce qu'avant ça, personne, ne le connaissait vraiment. Donc c'est plus une question de visibilité que de s'attendre à être champion du monde immédiatement et d'avoir des grands combats qui vont arriver tout de suite. C'est Je trouve que sa performance a été intéressante et que ça va pousser d'autres promoteurs à lui donner des combats, comme tu le dis, sauf qu'il va venir pour être l'adversaire et pas pour être le boxeur qu'on met en vedette. Donc ça va être encore des conditions compliquées pour lui. Il va être, à l'extérieur, il va être, contre la foule. Hem, donc c'est pas évident, mais c'est vraiment une fenêtre. Il a bien paru dans ce combat-là malgré la défaite. Donc je pense que pour lui, c'est son plus grand combat. Il a montré ce qu'il savait faire, à tout le monde et pour lui, ça reste une victoire quand même parce que, bah, une victoire entre guillemets là, mais ça reste une victoire parce qu'il a démontré une bonne image de lui-même. Absolument. Pour la suite des choses, pour Oscar Rivas, bon, il est question qu'il affronte son aspirant obligatoire. On dit que c'est une condition, hein,
On avait autorisé le combat Rivas-Rozicki à condition que le gagnant affronte ensuite Romanov, le boxeur russe, qu'on a déjà vu contre le Canadien Dylan Carmen, hein. Ça avait été un Ouais. combat assez expéditif et on peut Ah ouais. comprendre le clan de groupe Yvon Michel de pas nécessairement être super enthousiaste par rapport à l'idée d'un combat comme celui-là, parce que Romanov, c'est tout un boxeur, c'est un client compliqué. On peut pas dire que c'est Mmh. un combat qui est remporté d'avance. Et là, pour ça, on a montré une ouverture pour une confrontation contre Simon King, qui est représenté par Eye of the Tiger Management. Tout ce beau monde-là s'entraîne dans les mêmes installations, hein. King est maintenant avec Vincent Auclair, dont le club de boxe est installé à l'intérieur là, de l'édifice où Marc Ramsey s'est établi. Mais Mmh. autant Keane a démontré énormément d'enthousiasme par rapport à ce combat-là, autant lui-même avoué que son promoteur était peut-être pas nécessairement chaud à l'idée d'un tel combat. Yvon Michel, lui, semble dire que il est disponible, il est prêt à discuter d'une confrontation, puis ça serait d'une certaine manière logique. Parce que, point de vue intérêt, tu sais, c'est pas garanti qu'un combat Rivas contre Romanov serait présenté ici au Québec, tandis que Mmh. confrontation entre on sait à quel point les gros bonhommes, comme on les appelle, ça suscite toujours beaucoup d'intérêt ici, donc ce serait, je pense, la suite logique là, d'un affrontement entre Rivas et King, mais ça va prendre quand même, passablement de discussion avant d'en arriver là. Ouais, parce que je pense pas que Romanov voudra laisser passer sa chance, voudra se tasser pour laisser ce combat-là. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué, mais c'est vrai que c'est un combat qui, sur la scène locale, va générer beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'intérêt. Hem, Ensuite, je pense que c'est une marche très haute pour Simon Kean. Par rapport à son niveau d'opposition, Rivas serait, de loin le meilleur adversaire qu'il aurait jamais affronté. Bon, il est beaucoup plus gros que Rivas, mais Rivas est habitué, à se battre contre des boxeurs de cette carrure-là, donc je pense que le combat serait compliqué pour Simon Kean, mais par contre, au niveau du Québec, ça générerait beaucoup d'intérêt et ça serait beaucoup plus simple à organiser qu'un combat à l'international avec toutes les règles de la Covid. Tu en as parlé tout à l'heure de Brian Jennings, qui était censé être l'adversaire. C'est une question de tout ce qui entoure la Covid qui a fait en sorte que ce combat-là est tombé à l'eau. Donc, ça, on- c'est pas exclu qu'un truc, que quelque chose de similaire arrive dans un combat potentiel contre Romanov. Donc, c'est beaucoup plus facile d'organiser le combat ici au Québec contre Simon Kean que de faire ce combat contre Romanov. Mais j'ai l'impression que le Russe, il laissera pas passer sa chance pour un combat de championnat du monde. Il va tout faire pour pouvoir affronter Oscar Rivas. Il a aussi été question d'un affrontement contre Joe Joyce, là, quand on a su Ouais. que Jennings finalement décidait de ne pas affronter, de ne pas venir ici à Montréal. Apparemment que le clan Joyce a pris le téléphone. Donc on dit qu'on va prendre la meilleure décision, on lit, hein, financièrement pour. On lit entre les lignes, hein, Ouais. la meilleure décision financière pour Rivas. Donc on sait qu'il y a beaucoup d'argent en Angleterre. Donc ça va être intéressant là, de suivre ce qui va se passer au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. D'autant Adrien, plus que si D'autant plus que s'il va contre Joe Joyce, ça sera chez les poids lourds et pas chez les poids, super lourds légers, donc sa ceinture sera pas en jeu. Ça lui permet de c'est une petite sécurité. j'attendais avec beaucoup d'impatience le combat entre Jamel Herring et Shakur Stevenson pour la simple et bonne raison que je t'avais demandé lors de notre dernier épisode. Est-ce que Stevenson va encore être un rouleau compresseur qui gagne tous les rounds? On sait, Stevenson était champion intérimaire de la catégorie, affrontait le champion en bonne et due forme Herring. Eh bien, ça a été le cas. Victoire de Shakur Stevenson par arrêt de l'arbitre à 1 minute 30 du 10e round. Et Stevenson menait 90-91, 90-91 et 89-82 au moment de l'arrêt du combat. Ça a encore été une prestation là, incroyable de ce boxeur là, qu'on suit depuis les Jeux olympiques de Rio où il avait été médaillé d'argent. Ouais, pour moi, c'est la plus belle performance de sa carrière. Herring est un très bon boxeur et il l'a fait paraître comme un boxeur très, très ordinaire dans ce combat-là. C'est pas compliqué, il a été meilleur dans tous les compartiments de la boxe. Et il a en plus, démontré une compréhension du marketing, on va dire, parce que il avait tendance dans ses combats précédents à être un boxeur qui recule, qui se déplace beaucoup
Et là, dans ce combat, il a été beaucoup plus agressif, il est allé vers l'avant, il a lancé des combinaisons, il a essayé de beaucoup plus s'asseoir sur ses coups, donc pour, frapper plus fort. J'ai trouvé qu'il a changé un petit peu son style pour être, plus, spectaculaire et s'il conserve ce style-là, qui a été très, très efficace, et ben, je pense qu'il va devenir un boxeur encore plus populaire parce qu'il va faire des combats plus intéressants pour le grand public. C'est Herring, normalement, c'est un gars qui se déplace bien, qui arrive à garder la distance. Là, il y a rien qui marchait pour lui. Dès le début, on a vu que ça allait être compliqué dès les 2-3 premiers rounds. On a vu que ça allait être compliqué pour Herring, puis ça s'est jamais arrangé. Il a pris quand même beaucoup de coups dans ce combat. Il y a eu la coupure, donc j'ai entendu des gens qui disaient que l'arrêt était peut-être un peu prématuré. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de chute au tapis, il n'y a pas eu un événement, spectaculaire qui a forcé l'arbitre à arrêter le combat, mais Herring avait pris beaucoup de coups, il était complètement dominé, il était coupé. C'est pas un boxeur qui a la force de frappe pour renverser la vapeur, soit par KO, soit en l'envoyant plusieurs fois au sol, Stevenson. Donc, je comprends la décision de l'arbitre et je trouve que c'était une bonne décision d'arrêter le combat à ce moment-là parce que ça servait à rien de faire en sorte que Herring prenne des coups pendant 2 rounds de plus. C'était à mon avis le bon moment pour arrêter ce combat-là et du côté de Stevenson eh bien, c'est comme j'ai dit, c'est sa plus grande victoire et sa plus grande performance en carrière. Donc, pour lui, seulement 24 ans, déjà champion du monde dans une deuxième catégorie. Les portes sont grandes ouvertes pour lui. Il a tout ce qu'il faut, il a tous les outils pour être un futur, top 10, livre pour livre. Ouais, on va assurément devoir faire partie là, des conversations à partir de maintenant, hein. C'est une Mmh. progression, qui est assez phénoménale, puis on voit, hein, on attendait beaucoup de lui. Il y avait énormément de pression sur les épaules, mais à chaque fois qu'il y a eu des défis, hein, on se souvient, son combat contre Gonzalez, là, où les émotions étaient à fleur de peau, ben, chaque fois, Ouais, Stevenson parvient à offrir le meilleur de lui-même. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on il stagne pas. C'est comme tu l'as si bien ouais, mentionné, il arrive avec, une nouvelle facette dans sa boxe. Là, ça va être compliqué pour les adversaires parce qu'on ne sait pas nécessairement quel Stevenson on va affronter. Est-ce que c'est le gars qui est en maîtrise de ses mouvements ou c'est celui qui décide de mettre un petit peu plus le pied, sur l'accélérateur? Ça va devenir compliqué là, d'établir un plan de match un peu comme celui pour Canelo Alvarez. On va avoir l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais ça devient un casse-tête vraiment assez, je dirais, pas impossible à résoudre, là, mais passablement compliqué. ouais et il pourra en plus, changer pendant les combats. S'il voit qu'une des 2 tactiques ne marche pas, il va aller vers l'autre. En tout cas, c'est un boxeur intelligent qui sait s'adapter, rapidement dans le ring. Donc, c'est je pense qu'on va voir des très grandes choses du côté de Stevenson dans le futur. Autres combats qui ont retenu notre attention, il y avait un programme double sur Showtime. Jamal James qui affrontait Radzab Butaev en finale, mais tout juste avant, en demi-finale, il y avait Jaron Ennis contre Thomas Delorme. Jaron Ennis, c'est un boxeur, hein, qui aurait pu participer aux Jeux Olympiques, mais bon, un peu dégoûté là, par toute la politique et les gamiques, donc décidé de passer chez les professionnels. Il est seulement âgé de 24 ans comme Shakur Stevenson, originaire de Philadelphie, hein. On sait à quel point il y a de grands boxeurs qui sont originaires de cette ville-là. Et une performance incroyable. Bon, Delorme, ça a déjà été considéré comme un espoir de premier plan dans le monde de la boxe, mais on est rendu à 31 ans, je crois. A perdu de sa Mmh. superbe avec quelques défaites, mais là, j'en revenais juste pas. Ennis qui l'emporte par arrêt de l'arbitre après seulement 1 minute 49 secondes de combat. Et Ennis dit que ça fait, bon, 2 ans, là, lui, là, dans sa tête, qu'il est prêt pour se battre pour une ceinture de champion du monde. Et là, lui, il veut les meilleurs, veut les gros noms, en a nommé 5. Donc, on y va dans l'ordre. Spence, Ugas, Porter, Crawford et Thurman. C'est Ennis juge qu'il est rendu à ce niveau-là. Et difficile de ne pas lui accorder de bénéfice du doute. Je pense que c'est quoi? C'est 28 victoires maintenant, dont 26 avant la limite depuis le début de sa carrière. C'est un autre jeune très impressionnant. Ouais, exactement. Encore une fois, il m'a impressionné comme à chaque fois et tu dis encore un jeune impressionnant, je pense que chez les jeunes loups de cette division, lui et Ortiz, c'est les 2 qui sont, nettement au-dessus du lot. I Waouh, ça a été toute une performance de se débarrasser de Dulorme au premier round comme ça en moins de 2 minutes.
Je suis tombé en bas de ma chaise parce que Dulorme, c'est un boxeur très expérimenté, qui a une belle technique, même si il a perdu plusieurs combats au fil des ans. Ça restait un boxeur qui techniquement était solide, et qui en avait vu d'autres, qui était quand même assez relativement durable, même s'il a déjà été arrêté. C'était jamais au premier round, là, c'était après des combats relativement longs. Et là, au premier round comme ça, c'est très, très impressionnant. Et Ennis a vraiment tous les outils pour réussir. On l'a pas vu dans ce combat-là, mais il a une excellente défense, un très, très bon coup d'œil pour, voir les coups arriver, les esquiver, remiser avec des contre-attaques. Il a de la puissance, il a les mains très, très rapides, il est précis, il a vraiment tout. Il a tout ce qu'il faut et il a un style en plus qui est, flashy, très spectaculaire, qui va lui donner beaucoup, beaucoup de fans. Et dans ce combat-là, en plus, on peut voir qu'il est très intelligent parce que il a vu ça lui a pris 1 minute pour décrypter, ce que faisait, Dulorme en défense. Il a dit dans son entrevue d'après combat, il a vu tout de suite que Dulorme se penchait toujours vers sa droite, donc il a ajusté la trajectoire de son coup. Ses droites, normalement, sont en ligne droite, sont en direct et cette fois, il l'a fait beaucoup plus plongeante pour qu'elle atterrisse directement sur l'oreille de Dulorme. On sait l'oreille, c'est l'équilibre interne, on l'a vu tout de suite. L'oreille interne, c'est le centre de l'équilibre et dès qu'il est tombé, on a vu que Dulorme, là, il serait pas en mesure de récupérer. La manière dont il est resté au sol quelques secondes, dont il s'est relevé, on voyait tout de suite que ça allait pas durer beaucoup plus longtemps et en plus, Dulorme a fait le premier knockdown en position de droitier et tout de suite quand Dulorme s'est relevé, il est revenu mais en position de gaucher pour ajouter à la confusion dans l'esprit de l'adversaire. Il a changé de garde, entre-temps. Il est revenu avec une autre combinaison. C'était un direct du gauche, crochet droit, un autre direct du gauche, directement sur le menton. On a vu les 2 jambes de Dulorme qui étaient raide comme une barre au moment où il est tombé. Donc ça c'est écoute, j'ai rien d'autre à dire qu'impressionnant, pour cette performance de Jaron Ennis et c'est pas la première fois qu'il nous ouvre les yeux, comme ça donc c'est un boxeur vraiment qui est rendu au niveau de l'élite maintenant, de se débarrasser de Dulorme comme ça, de cette manière-là, je pense que ça montre qu'il est prêt pour les meilleurs de la catégorie. Peut-être pas tout de suite, Crawford et Spence, mais les gars qui sont juste en dessous, bon Porter est pris en ce moment, mais Thurman, je suis pas sûr qu'il sorte de sa «retraite» entre guillemets, ça fait longtemps qu'il s'est pas battu. Hem, mais pourquoi pas un gars comme Ugas? Écoute, même un combat contre Crawford, je serais très intrigué. Mais je pense qu'il faudrait qu'il connaisse un petit peu de difficulté dans un combat, par exemple contre un gars comme Porter, avant d'affronter Spence ou Crawford, juste pour être sûr qu'il ait vraiment, assez d'expérience pour pouvoir, passer à travers les moments difficiles. Mais au niveau technique, il est prêt pour les meilleurs là. C'est vraiment un des c'est vraiment une performance incroyable qu'il a réussi contre Dulorme. Je m'attendais à un combat beaucoup plus long, pas que peut-être qu'il lui passe le KO, mais au milieu du combat, vers le 6-7e round. Pas au premier round comme ça, ça m'a vraiment, fait tomber en bas de ma chaise. Puis je me dis que c'est un autre poids mi-moyen qui va brasser la soupe, ça en fait beaucoup là. On a une division à 147 livres qui est très, très vivace, avec beaucoup, beaucoup de bons boxeurs, des styles différents, des boxeurs plus expérimentés, des jeunes qui arrivent et qui ont les dents longues. C'est vraiment une division très, très dynamique et peu importe ce qui va arriver dans ce mix des 10 premiers, il y a aussi, Stagnonis qui est très bon parmi les jeunes qui arrivent dans cette catégorie donc je suis vraiment très intéressé, de voir ce qui va se passer et un peu comme on avait vu, 2 jeunes invaincus qui s'affrontent avec, Sanchez et Ajagba chez les poids lourds, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un affrontement de ce style-là, chez les mi-moyens. Est-ce que ça sera Ortiz contre Ennis? Est-ce que ça sera Ennis contre Stagnonis? Ou je sais pas, mais j'ai l'impression avec tout ce qui se passe, dans le haut de cette catégorie avec les champions, peut-être que ça serait intéressant pour les jeunes de s'affronter entre eux avant de passer à ces champions ou à ces, aspirants numéro 1-2 donc le futur,
s'annonce très, très beau chez les 147 livres. Ouais, ouais, parlant des 147, il y avait un combat pour la ceinture des poids mi-moyens de la WBA entre James et Butaev. Ça a été un combat spectaculaire qui s'est terminé par une Ah oui. victoire de Butaev par arrêt de l'arbitre au 9e round. Ça a Mmh. été Butaev là, avait une avance assez courte, hein, deux cartes de Ouais. 77-74 en sa faveur, mais James était en avance 76-75 sur l'autre. James a bien commencé le combat. Il avait les mains très, très Mmh. fluides, hein. On sentait là, ses coups atteignait régulièrement son adversaire, qui lui n'a pas bronché. Beaucoup d'expérience en BUTAF dans les rangs amateurs et s'est concentré, lui, sur le corps. A montré que Ouais, c'était un vrai boxeur professionnel. S'est dit, bon, faut pas paniquer, je vais construire sur quelque chose qui va me rapporter au fur et à mesure du combat. Et on l'a vu, James là, a périclé à un certain moment. Là, c'est vers peut-être le quatrième round, là, on a senti que, oups, il n'y avait plus grand-chose dans les jambes. Bon, ouais. c'est pas un mauvais boxeur, Jamal James, loin de là, on a vu, hein, s'appuyait sur sa technique et tout, mais à un moment donné, le corps peut pas t'en donner plus ce qu'il peut t'en donner, hein, tout simplement. Donc, a complètement flanché, puis Butaev, ben, a construit là-dessus, puis ça a été une victoire assez spectaculaire. Ouais, le combat a été très, très bon et c'est pour ça que je suis un petit peu déçu de l'arrêt de l'arbitre parce que autant dans le combat de Herring Stevenson, c'était un combat à sens unique donc c'était correct d'arrêter là parce que Herring avait plus aucune chance de l'emporter. Là, James, même s'il était fatigué, il était quand même dans le combat était encore compétitif, était serré donc j'aurais aimé que l'arbitre lui laisse quand même la chance de continuer. C'est pas non plus scandaleux qu'il l'ait arrêté, mais j'aurais quand même, préféré qu'on lui donne une chance. C'est un combat de championnat du monde quand même, donc j'ai trouvé ça peut-être un peu, prématuré l'arrêt de l'arbitre, mais c'est vrai qu'il commençait à accuser, beaucoup le coup parce que tu l'as dit, la clé de ce combat-là, ça a été le travail au corps, le travail acharné au corps de Boutaïev qui est resté au corps. Souvent, on voit des boxeurs qui commencent au corps et qui ensuite l'abandonnent au fil du combat. Lui, il est resté discipliné pour continuer à attaquer le corps pendant tout le combat et ça a vraiment coupé les jambes de James parce que ça lui a empêché d'utiliser son atout naturel qui est sa taille et ses longs bras. Normalement, James, c'est un boxeur qui se déplace beaucoup plus, qui essaye de garder l'adversaire à distance avec son jab. Là, il n'a pas pu faire ça parce que justement, il avait plus de jambes et on a vu qu'il y avait plus grand chose derrière ses coups non plus. Il y avait plus beaucoup de puissance parce que, il y avait plus beaucoup d'énergie dans le réservoir et un boxeur peut encaisser des coups à la tête s'il est résistant. Il y a certains boxeurs qui sont capables d'en prendre à la tête, mais au corps, tu peux pas. Le corps, à un moment donné, il va lâcher parce que c'est impossible de prendre trop de coups, au corps donc ça a été une très, très bonne stratégie de Boutaïev. Ce que j'ai bien aimé aussi du Russe, c'est qu'il a souvent switché en passant en gaucher et ça a surpris James avec son crochet droit au corps. Il l'a atteint souvent. Je pense que James s'attendait pas à ça et ça l'a beaucoup perturbé. Donc tactiquement, ça a été très, très bien fait de la part de Boutaïev. Il y avait aussi une grosse différence de puissance entre les 2. On voyait, bah, même physiquement, ça se voyait. Hem Boutaïev est beaucoup plus râblé, costaud et on sent qu'il développe de la puissance et il cherche à faire mal sur chacun de ses coups. Mais je pense quand même que Boutaïev est un peu en dessous par rapport à ce qu'on disait juste avant dans cette catégorie des 147 livres. Je pense pas qu'il soit au niveau des autres noms dont on a parlé avant. Pas qu'il soit un mauvais boxeur, loin de là, mais je pense qu'il va lui manquer un petit peu de il a pas tous les atouts dans son coffre à outils donc j'ai l'impression que s'il tombe contre un de ces boxeurs de l'élite là, il va devoir s'incliner mais ça a été une sacrée belle performance et surtout ça a été un combat très, très plaisant entre les 2 donc chapeau aux 2 boxeurs et ça j'ai aimé l'attitude de Jamal James aussi à la fin du combat, qui a pas cherché d'excuses et qui a félicité l'adversaire en disant: «Bah, il a été le meilleur des 2 aujourd'hui, mais je reviendrai plus fort la prochaine fois» et voilà. Et dernier combat qui a retenu notre attention, c'est celui qui opposait
José Zepeda contre Josué Vargas. Ça a été une victoire Ouais. expéditive de Zepeda par arrêt de l'arbitre à 1 minute 45 du premier round, hein. C'est un peu un copier-coller de ce qui s'est passé entre Ennis et Delorme, à savoir que Mmh. Zepeda a atteint son adversaire avec une gauche, puis Vargas s'est relevé, mais n'a jamais repris ses esprits, n'a jamais retrouvé son équilibre. Et ça avait drôlement commencé, hein, un peu de rififi à la pesée la veille. Et je vous invite, je pense que nos collègues là, du RDS.ca ont numérisé la séquence, mais c'est comme si c'était comme une mise en scène un peu trop théâtrale, à savoir que on s'est chamaillé, mais après ça, on s'est échangé des coups, mais c'est comme si on ne voulait pas vraiment en donner. Un peu de Disons que shadowboxing, on restait à 2-3 mètres de l'autre pour envoyer les coups. Ouais. exact, puis les poings étaient pas nécessairement fermés, les mains étaient ouvertes comme c'était un peu particulier, mais bon, ça a fait en sorte que ça a créé, en tout cas pour moi, un peu plus d'intérêt pour le combat. Je Ouais. me suis fait complètement avoir par le marketing et Zepeda, réflexion intéressante, tu dit, «Ben, avant la pesée, j'avais prévenu mon adversaire là, c'est un vrai combat de boxe, faut que tu saches qui tu as devant toi, là. C'est un autre niveau». Ben, comme de fait, ça a été effectivement un autre niveau et Zepeda, lui, Et oui. son plan de carrière est clair dans sa tête. Il veut se battre pour le titre du WBC chez les super légers à 140 livres et ensuite veut unifier les ceintures. C'est son objectif. Une autre Et division là, c'est où il y a de très, très bons clients, les super légers. exact, et je trouve toujours ça satisfaisant quand il y a un boxeur qui est un petit peu baveux, parce que c'est Vargas qui a demandé ce combat-là, qui a dit: «Zepeda, il est vieux, je vais le détruire», et il a quand même beaucoup manqué de respect avant ce combat-là, autant dans l'attitude que dans les mots. Je trouve toujours ça satisfaisant quand un boxeur qui est un peu coquille comme ça, qui veut trop en mettre, se fait remettre à sa place. Avec un KO premier round, ça a été le cas, la gauche qu'il a encaissée. Sur le premier knockdown, il est tombé à plat ventre, c'était pas chic pour lui, mais ça a été très, très bien fait de la part de Zepeda, parce qu'il a camouflé cette gauche derrière un jab, et Vargas a voulu envoyer une gauche au même moment, et il a bien sûr, la gauche de Zepeda est arrivée bien avant. Il était en pleine préparation, Vargas, donc il était complètement ouvert, et il a jamais vu le coup arriver, et c'est ça qui a fait en s et en plus il est rentré dedans, donc c'est ça qui a fait en sorte qu'il a été, le combat aurait pu être arrêté sur ce premier knockdown, ça aurait pas été de trop, parce qu'après quand il s'est relevé, il était même plus capable de tenir sur ses jambes. Il a reculé jusqu'aux cordes, il a titubé jusqu'aux cordes, et après il s'est fait, achever. Les réactions dans le public aussi étaient assez spectaculaires. Là, on a vu des gens dans le coin de Vargas qui étaient en pleurs, qui étaient inconsolables. Après avoir, été des gangsters la veille, là, ils étaient en train de s'enlacer, de pleurer dans les bras l'un de l'autre. Je trouvais ça un peu spécial aussi. Mais Zepeda, c'est un boxeur que j'aime beaucoup. Sa dernière performance contre Hank Lundy a été, j'avais été très déçu, mais généralement, ce qu'il faisait avant, ce qu'il avait fait contre Ramirez, ce qu'il avait fait contre Baranchyk, c'était toujours, très impressionnant, autant au niveau technique qu'au niveau du cœur. On s'en souvient, contre Baranchyk, il était allé plusieurs fois au tapis, et à chaque fois, il s'était relevé pour revenir encore plus fort. Donc c'est un boxeur que j'aime bien, et qui posera des problèmes à n'importe qui dans cette division, avec sa position de gaucher, sa force de frappe, et cetera. Donc ça a été une belle victoire pour lui, et j'ai hâte de voir la suite, parce qu'il est vraiment dans le mix pour se battre maintenant en championnat du monde. Adrien, on attend toujours, je pense, toujours un événement à chaque fois que Canelo Alvarez se bat. Ouais. Ben, cette fois, ce ne sera pas différent. C'est un méga combat d'unification chez les poids super moyens, alors que les 4 titres sont à l'enjeu. Il y a une ceinture manquante pour Canelo et c'est celle qui appartient à Caleb Plant. Bon, c'est arrivé un peu plus souvent là, dans les dernières années, mais je pense que ça demeure quand même un exploit assez remarquable d'être capable de mettre la main sur toutes les ceintures dans une catégorie de poids. Mmh. Et bon, Canelo Alvarez, il y a pas de secret. On le connaît, on sait ce qu'il amène, on sait, bon, c'est celui qui est pas mal à l'unanimité considéré comme le meilleur boxeur livre pour livre de la planète. C'est le plus populaire, il a tout pour réussir.
Je fais, une petite présentation comme ça parce que chaque fois qu'il y a eu un adversaire avec un certain potentiel, on se disait: «Bon, est-ce qu'il va être en mesure là, d'offrir une opposition digne de ce nom?» hein? On se souvient quand après ces 2 combats contre Gennady Golovkin, bon, affronte Rocky Fielding, on savait que c'était une petite blagounette là, on lui permettait de mettre la main sur une ceinture de champion du monde. Mais ensuite, on a dit, bon, Daniel Jacobs, c'est un boxeur qui est très technique, qui a une défense étanche. Mais ça a été une victoire courte. Là. Il y avait quand même 2 cartes de Ouais. 115-113, mais ça a été une victoire. Ensuite, bon, on passe chez les Milo, on affronte Sergei Kovalev. Bon, ça a quand même été un combat encore là serré, mais parvient à l'emporter. Ensuite, Callum Smith, on se dit, OK, il n'est pas nécessairement vieux comme Jacobs, Kovalev, et pas usé. C'est un boxeur qui avait gagné la Super Série mondiale de boxe. Ça a été une domination là, totale et complète. Bon, combat contre Yildirim, qu'on savait qui était pas mal gagné d'avance, mais ensuite, Billy Joe Saunders. On se dit, hey, Saunders, euh, il possède plein de qualités. C'est quelqu'un qui est capable de jouer dans la tête de son adversaire. C'est un boxeur mobile et tout. Et c'est encore là été une domination complète de Canelo. Là, je me demande, est-ce que ça va être encore la même chose avec Caleb Plant? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Plant, c'est pas le boxeur qui est le plus connu, celui que les gens là, qui suivent modérément la boxe connaissent. On dit, hey, il y a plein de qualités. Mais est-ce que Plant possède des qualités pour donner des problèmes à Canelo? Malheureusement pour lui, je pense qu'il y a pas grand monde qui possède les qualités pour embêter Canelo et pourtant c'est un très bon boxeur, Plant. C'est un gars qui a un super bon coup d'œil, qui voit très bien les ouvertures, qui voit très bien les coups arriver. Il a une bonne défense, il esquive bien, il se déplace bien, il a les mains rapides, il a une bonne gestion de la distance. Malheureusement pour lui, toutes ces qualités-là, Canelo les a aussi et il les a parmi d'autres qualités donc tout ce que Plant est capable de faire, Canelo aussi est capable de le faire et il est capable d'en faire beaucoup plus. Donc je j'ai du mal à voir comment Plant pourra l'emporter contre Canelo. À mon avis, pour l'emporter, ce qu'il doit faire, c'est se déplacer, essayer de faire marcher son jab au maximum. Sauf que contre Canelo, ben, Canelo coupe très bien le ring. Il est capable avec ses contre-attaques de te rendre un peu plus hésitant à lancer tes propres coups. Donc malgré toutes les qualités de Plant, j'ai l'impression que ça va être, trop compliqué pour lui et c'est comme tu le disais, à chaque fois, on regarde les qualités de l'adversaire, puis on dit: «Peut-être que ce point-ci, ça va l'aider à battre Canelo, peut-être que ce point-là», puis finalement, c'est jamais le cas. Hem, je pensais que les déplacements de Saunders allaient peut-être déranger, Canelo, puis finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Donc je pense pas que les déplacements de Plant, vont beaucoup plus déranger Canelo. La vitesse de ses mains, ça va être un élément avec lequel, Canelo devra composer, sauf qu'il est tout à fait capable de le faire. Il a lui aussi des mains rapides et il a un excellent timing, Canelo. Il a amélioré sa défense dans ces dernières années, dans ses derniers combats. Donc j'ai du mal à voir, Plant l'emporter. On sait que là, dans ce combat-là, les émotions sont un peu à fleur de peau. C'est rare de voir Canelo comme ça, prendre les choses personnelles. D'habitude, il est beaucoup plus, relax, détaché. Là, j'ai l'impression qu'il veut faire mal en plus à Plant. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas pour Plant. Si ça va, faire en sorte que Canelo va être plus agressif que d'habitude et un peu oublier son plan de match, je pense pas parce que Canelo est très, très expérimenté. C'est pas le genre de boxeur qui va faire ces erreurs-là. Par contre, ça pourrait lui donner envie de frapper encore plus fort sur chacun de ses coups et de faire encore plus mal que d'habitude. Donc, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose pour Plant d'avoir piqué la fierté de Canelo comme ça. C'est un peu dur à dire, mais on peut voir à peu près n'importe quel boxeur, des boxeurs de très haut niveau arriver contre Canelo et se dire: «Ouais, mais bon, il est bon, mais il est pas assez bon pour battre Canelo». Et je pense que c'est un peu le cas pour Plant. Mais c'est vrai que Plant est meilleur que ce que sa popularité indique parce que c'est un boxeur qui a pas affronté des gros noms, dans sa carrière, mais il les a dominés et on voit les qualités, elles sont évidentes à l'œil nu quand on le voit boxer. Mais ça sera à mon avis, ça sera pas assez pour battre Canelo qui a vraiment tout, tout, tout. Quand on parle d'un boxeur complet
Aujourd'hui, il y a pas un boxeur plus complet que Canelo Alvarez. Ça, c'est drôle parce qu'il y a quelques années, on évoquait, une possible confrontation entre Canelo et Arthur Beterbiev. On se disait: «Ah ben là, Beterbiev Mmh. est largement supérieur et a tellement de grandes qualités» et là, j'ai l'impression que l'avis de la plupart des spécialistes a changé. On dit: «Non, Canelo, ferait probablement qu'une bouchée de Beterbiev». Est-ce qu'il existe à l'heure actuelle un boxeur qui possède les atouts ou un nouveau venu là, qui est en train, qui évolue un peu dans l'antichambre en ce moment, qui aurait, ce qu'il faut pour, vraiment donner une grosse opposition à Canelo? Bah, je pense que Beterbiev serait quand même le client le plus dangereux pour Canelo, aujourd'hui, avec peut-être Golovkin. Mais ça rejoint exactement ce que j'avais prévu de te dire après, c'était s'il bat Plant, c'est quoi la suite pour Canelo? Parce qu'à 168, il reste qui? Il reste, David Benavidez, il reste David Lemieux. C'est à peu près tout ce qui reste pour lui à 168. Il reste Golovkin. Est-ce que Golovkin serait prêt à monter à 168? Je suis pas sûr. Sinon, c'est à 175. Bivol, Beterbiev. À part ça, je ne vois pas vraiment qui peut prétendre, être l'adversaire et surtout, se être au niveau de Canelo, être, un adversaire crédible pour lui. Donc je pense que Beterbiev est probablement l'adversaire le plus dangereux pour Canelo aujourd'hui. Bivol pourrait aussi parce que c'est un très bon, boxeur technique. Est-ce que physiquement il tiendrait le coup contre Canelo? Ça, je suis moins sûr. Donc c'est pour ça, je pense avec sa force physique que Beterbiev pourrait déranger un peu, Canelo, sa force physique, sa force de frappe et le fait qu'il lance des coups très, très courts. Hem, ça serait le combat qui m'intéresserait le plus, pour le prochain adversaire de Canelo, mais je pense pas que ça arrivera tout de suite parce que Canelo a pas forcément d'intérêt à aller se battre tout de suite contre Beterbiev. Là, s'il unifie les 4 ceintures, à 168, je pense qu'il va aller à 175 pour essayer de faire la même chose, mais je pense pas que Beterbiev sera sa 1re cible. Non, ça effectivement, sauf que d'un autre côté, hein, ce que Canelo veut, généralement l'obtient, hein, parce que Plant, Ouais, a été en mesure d'aller chercher, quelques millions de dollars pour assurer, largement ses vieux jours. Mais, exact. encore là, c'est un combat qu'on va, surveiller avec énormément d'intérêt, ne serait-ce parce que c'est l'occasion de voir, le meilleur boxeur, livre pour livre, à l'œuvre. Également au cours, le 13 octobre, 2 galas dignes d'intérêt. Ça commence à 13 heures sur DAZN. C'est Kid Galahad qui affronte Kiko Martinez. Pour Galahad, c'est la première Mmh mh. défense de son titre des poids plumes de l'IBF. Il affronte un ancien champion du monde, Martinez, l'Espagnol, mais ça remonte déjà à quelques années, hein. Il a été de Ouais, 2013 à 2014. Mais je regardais la liste de boxeurs contre qui il s'est battu et a perdu. C'est franchement impressionnant. Carl Frampton, Scott mmh, Quigg, Leo Santa Cruz, Josh Warrington, Gary Russell Fist, là, pour ne nommer que ceux-là. Un véritable guerrier, mais qui. Est-ce que là, l'âge et le poids des combats va finir par le rattraper? C'est ce que je crois, mais je suis curieux de t'entendre ouais, là-dessus. ouais, je pense aussi et puis tu as dit le mot parfait pour décrire Martinez, guerrier. C'est autant dans son style de boxe que dans sa mentalité. C'est un gars qui va vers l'avant, qui cherche le combat, qui cherche la bagarre à chaque fois, le combat à l'intérieur, les échanges de coups. C'est vraiment un boxeur qui est dur, dur au mal et qui va chercher à donner autant de coups qu'il en prend, pardon. Par contre, il a pas à cause de ça, il a pas une super défense et il en prend beaucoup des coups et il est rendu à 36 ans dans une catégorie, légère comme ça commence à être beaucoup. Il est assez usé quand même, Kiko Martinez. Mais on peut être sûr qu'au niveau de l'effort, il va donner un effort, A++. Il va venir pour se battre encore une fois. Il va mettre énormément de pression, mais Kid Galahad a beaucoup de qualités techniques et je pense que ça va qu'il va avoir le dessus sur Martinez. Martinez va toujours te donner un bon combat, mais je pense qu'il a plus, ce qu'il faut au niveau physique, heu, pour pouvoir, remporter ce genre de combat-là. C'est un boxeur qui est quand même usé, donc je m'attends à un bon combat, un combat avec beaucoup d'action, mais à ce que Galad conserve sa ceinture.
Également, le 13 octobre à 19 h, toujours sur DAZN, c'est Jamie Munguia qui affronte Gabriel Rosado. Mmh. On se souvient, Munguia, ça avait été présenté comme le dauphin de Canelo lorsque ce dernier est Ouais, encore associé à Oscar de la Hoya chez Golden Boy Promotions. Cette entreprise-là a été quand même assez passablement discrète hein, depuis le début de la pandémie. Il n'a pas nécessairement profité de son entente avec la plateforme DAZN pour présenter de nombreux galas. Ça a été assez tranquille, mais là, on recommence tranquillement. Et il affronte Gabriel Rosado. Honnêtement, je pense que plusieurs personnes croyaient qu'il était complètement fini. On se souvient hein, de son combat contre David Lemieux avait ouais, été malmené, mais un autre guerrier qui n'a jamais, disons, évité les bonnes vieilles parties de main chaude. Et c'est dans cette optique-là qu'on se disait, ben, quand il a affronté l'Ouzbek Bektemir Melikuziev en juin, on se disait, ben, Melikuziev, là, c'est un médaillé d'argent aux Jeux olympiques en 2016, c'est un médaillé de bronze aux mondiaux en 2017. En anglais, hein, il y a l'expression stepping stone. On va permettre à ouais. l'Ouzbek de se faire un peu connaître, d'enregistrer une victoire contre Rosado et c'est pas du tout ça qui s'est passé. Rosado qui l'emporte par knock-out au troisième round et là, ben, dans le fond, obtient cette confrontation-là contre Munguia. Mmh. Combat qui, de par le fait que Rosado donne toujours un bon spectacle, même lorsqu'il perd, ben c'est un combat qui s'annonce passablement intéressant également. Ouais, moi ça m'intéresse beaucoup ce combat-là. Non seulement parce que Rosado revient de ce chaos, ultra spectaculaire qui sera un des chaos de l'année, c'était si vous l'avez pas vu, allez le voir. Melik Ouziev, il atterrit, face première contre le tapis, alors que Rosado avait mis un genou au sol au premier round dans ce combat-là, donc ça c'est le Rosado qu'on connaît et c'est un guerrier lui aussi et un gars qui a un cœur incroyable, qui est capable d'être coupé de partout, d'être allé au tapis et de quand même, revenir encore plus fort dans ses combats. Et c'est justement lui qui a demandé ce combat contre Munguia après cette victoire. Sur le ring, il a dit: «Moi, je veux me battre contre Munguia». Et s'il a demandé ça, c'est parce qu'il a vu des lacunes techniques chez Munguia et qu'il sait qu'il a les outils pour pouvoir exploiter ces lacunes. Et Munguia, on le dit depuis des années, c'est un boxeur qui offensivement est très, très, impressionnant. Une machine offensive qui lance des coups en puissance, mais qui a quand même beaucoup de problèmes au niveau défensif. Il est souvent ouvert, il bouge jamais la tête. Alors on a vu des améliorations techniques avec l'arrivée d'Éric Morales dans son coin. Notamment, avant, je trouvais qu'il lançait des coups très larges, qui faisait beaucoup de il laissait la place à l'adversaire pour le contrer parce qu'il lançait des coups, qui venaient de très loin, qui étaient très larges. Là, on a vu dans son dernier combat qu'il lançait des coups un peu plus, avec une meilleure technique, un peu plus en ligne droite, des coups plus courts et il lance encore des combinaisons très puissantes. Donc offensivement, ça reste un boxeur très, très impressionnant, Munguia, mais il y a un défaut qu'il a toujours pas corrigé, c'est qu'il ne bouge pas la tête. Il garde la tête toujours dans l'axe et un boxeur expérimenté comme Rosado qui est un bon contreur, il va être capable d'esquiver et de remiser avec une contre-attaque. C'est exactement ce qu'il a fait contre Melikuziev. On a vu le résultat que ça a donné. J'ai l'impression que Munguia a une meilleure mâchoire, mais il va en prendre des coups Munguia dans ce combat-là parce que, ça il a une défense qui est très perméable et je donne quand même des chances à Rosado d'emporter ce combat-là. Il ne sera pas favori, mais c'est sûr et certain qu'il va arriver avec un plan de match très précis, tout à fait adapté à Munguia et il a les outils pour appliquer ce plan de match. Est-ce que physiquement, il va être capable de résister aux assauts du Mexicain? Ça, c'est une autre question. Mais, en tout cas, ça va être comme d'habitude avec Rosado, ça va être un très bon combat. C'est 2 boxeurs qui aiment l'action. Je ne vois pas comment ce combat-là peut être un combat somnifère. Ça va être un combat qui va nous garder sur le bout de notre siège et j'ai l'impression que ça va être un combat très équilibré et que Rosado va être capable de tirer son épingle du jeu, dans ce combat-là. C'est quand même incroyable qu'il soit qu'on parle de lui comme ça aujourd'hui, alors que tu parlais de ce combat contre David Lemieux, ça remonte déjà à quelques années, puis c'était pas sa première défaite. C'est c'est comme un chat, il a 9 vies, Rosado, il est je sais pas si c'est la combienième, qu'il est en train de vivre en ce moment, mais c'est certainement pas la première re
et il est encore crédible sur cette scène-là. C'est sa longévité pour son style de combat, pour les noms qu'il a affrontés, d'avoir cette longévité, c'est quand même très, très impressionnant. Ouais, puis tu évoquais David Lemieux, hein, on avait su par après la différence de poids là, quand les 2 boxeurs étaient montés dans le ring, là. Je pense que Lemieux, c'était au-dessus de 180 livres. Heu, c'est pour ça qu'il dégageait autant de temps de puissance quand il évoluait chez les Ouais. poids moyens. Mais d'avoir été, en mesure de surmonter là, ces grosses défaites-là, c'est quand même un exploit là, qui mérite d'être souligné. Écoute, Adrien, le temps file, ben, c'est tout ce qu'on avait à dire cette semaine dans l'actualité de la boxe. Comme à l'habitude, ben, je vous invite à visiter le rds.ca/balado-diffusion ou encore l'application iHeartRadio pour découvrir tout le contenu qui vous est proposé par les artisans de RDS. Donc, au nom de Luc Dansereau à la production, de François Perrault à la mise en onde et d'Adrien Maire, ici Francis Parquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à bientôt. Ciao.